Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au programme de l'actualité. Les habitants arabes soutiennent le projet du système fédéral démocratique du Rojava et du nord de la Syrie. Ils souhaitent l'élargir à toutes les régions et villes de la Syrie. Ce serait, disent les habitants arabes, une solution idéale à cette crise syrienne. امان واستقرار يعني صاير الوقت في فصائل ظالمه وفي فصائل تظلم الفدراليه تأمن لك الامان والاطمئنان شيء كويس يعني نحن نتمنى الفدراليه بكل المناطق فيها نزاعات. انا من عشيره المبن حسن علي محمد اصحابنا نحكي كويس الفدراليه كويس الحكي كله كويس وعجبنا ونحن مستعدين على الحكي هذا كله موافقين نحن اخوه بلد واحد منطقه واحده افريقيا ما في كردي عربي كلياتنا اخوه عايشين بين المنطقه نحن صار لنا 200 سنه معك الجماعه هون اخوه نحن كلياتنا ما في تفرق ابدا. زكريا البناوي او جماعه من عشيره البلبنه. مشروع الفيدرالية هو المشروع الوحيد للخلاص من الإرهاب والمرتزقة، طبعا باتحاد العشائر من كافة الأطياف من كرد وعرب من كافة وصليب. هذا هو الحل الوحيد والسبيل للخلاص من الإرهاب واتحاد الشعب السوري، خلاص الشعب السوري من الإرهاب. والفيدرالية هي الحل الوحيد مشان نجاح الشعب السوري وخلاصه وريحت باله من الدم والقتل. يعني حاج دم حاج دم حاج دم. الفيدرالية ليست تقسيم بس هي مكون عربي كردي سرياني للدفاع عن الشعب السوري والوطن العربي السوري، وهو مشروع مو مشروع تقسيم أبدا. ونحن عايشين في الوضع الحالي، أنا عايش من 4 سنين هون في الوضع الحالي، مو مشروع تقسيم أبدا، لا حدا يفهم المشروع غلط، هو مشروع فقط دفاع عن الشعب السوري والخلاص من المرتزقة والإرهابيين. مشروع الفيدرالية Nous allons rejoindre par téléphone Geneviève Carrios, qui est présidente d'Amnesty International en France. Geneviève Carrios, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous dénoncez les violences commises par des groupes armés dans la ville d'Alep, et en particulier contre les YPG dans le quartier kurde de Cheikh Mahsoud. Pour vous, on peut parler de crimes de guerre? Bien, au regard des témoignages que nous avons pu recueillir concernant la période qui va de février à avril, ainsi que les photos satellites d'ailleurs qui de ce quartier, eh bien, on constate qu'il y a eu un pilonnement qui nous semble totalement aveugle et donc qui pourrait constituer des crimes de guerre, à la fois sur une zone résidentielle, c'est-à-dire des logements civils, des rues, des marchés et des mosquées. Et nous sommes particulièrement inquiets au regard, bien évidemment, de ces bombardements. Mais il faut savoir que nous avons recueilli les noms de au moins 83 civils, dont 30 mineurs. Il y a plusieurs centaines de blessés et nous demandons effectivement que ce pilonnage s'arrête immédiatement. Aujourd'hui, Cheikh Mahsoud, au bord de la crise humanitaire, on peut dire ça? Bien, d'un côté, Cheikh Mahsoud est encerclé soit par des groupes armés de la coalition de Fatah al-Sham, donc des groupes armés de l'opposition, soit par l'armée syrienne. Et outre le pilonnage, les attaques que subit la population, eh bien, il y a une sorte de blocus où seuls peuvent entrer des légumes, du pain, et manque des fournitures médicales, de la nourriture. Et nous sommes inquiets parce que si la situation ne cesse, si on n'ouvre pas à nouveau et on ne laisse pas sortir les personnes en plus qui voudraient sortir de ce quartier, eh bien on va vers une crise humanitaire très très importante à Cheikh Mahsoud. Geneviève, selon vous, il y a 2 groupes armés qui attaquent les Kurdes à Cheikh Mahsoud et ils sont représentés à Genève. Est-ce que ce n'est pas étonnant et choquant? Bien, on sait très bien, et même si
les exactions qui sont commises aujourd'hui par les groupes armés d'opposition ne sont pas comparables à ceux qui ont été commis par l'armée syrienne. Il nous semble, nous, que la communauté internationale ne doit pas avoir de la tolérance par rapport aux exactions qui sont commises. Et si les participants au conflit doivent participer justement à ces négociations de paix, dans tous les cas, eh bien, on ne doit pas fermer les yeux sur les exactions, sur les crimes qui sont commis, et elle doit faire l'objet d'enquêtes et de sanctions comme nous le demandons pour toutes les parties au conflit. Certains pays, comme la Turquie, aident ces groupes armés, mais que pouvez-vous espérer? On voit bien qu'Erdogan n'écoute personne. Bien, il est clair qu'au regard des bombardements et des crimes qui sont commis, nous, ce que nous demandons, c'est que des pays tels que la Turquie ou d'autres États du Golfe cessent d'apporter un soutien, qu'il soit financier, qu'il soit aussi technique, technologique, en armement, aux groupes armés, à partir du moment où ceux-ci commettent des crimes de guerre, ne respectent pas le droit international. Et ça nous semble vraiment primordial. On sait que le gouvernement turc aujourd'hui soutient certains de ces groupes, mais la communauté internationale, là encore, doit faire pression par rapport à toutes les parties qui sont aujourd'hui impliquées dans le conflit sous une forme ou une autre, pour que chacun respecte les droits humains, le droit humanitaire international, et que les civils cessent d'être pris pour cible. Merci Geneviève Gargos de votre analyse et d'avoir répondu à nos questions. Le TEFDEM est le mouvement pour une société démocratique. C'est le lieu où se rencontrent l'ensemble des partis politiques du nord de la Syrie et il vient de publier une déclaration en 4 points. Tout d'abord, le TEFDEM ne veut pas que les réunions de Genève ne consacrent un nouvel accord de Sykes-Picot, d'où seraient encore une fois absents les Kurdes. Le TEFDEM demande aussi à la communauté internationale de prendre toutes ses responsabilités et de permettre aux représentants kurdes d'être présents lors des négociations de Genève. Ensuite, le TEFDEM exige au gouvernement régional kurde d'Irak que le poste frontière de Semalka soit enfin réouvert. Et enfin, le TEFDEM demande à la nouvelle administration du Rojava de prendre toutes les mesures nécessaires pour pallier aux difficultés économiques en mettant en place de nouveaux projets de développement. À Chernach et à Nusaybin, le couvre-feu se poursuit. De nombreux combats continuent d'opposer les unités d'autodéfense YPS et YPS aux policiers et aux membres des opérations spéciales qui attaquent la ville. Dans la ville de Nusaybin, les unités Yapasa continuent de défendre leur quartier face à l'assaut des forces armées turques. Dimanche dernier, les unités de femmes Yapasa Jin ont mené une action de sabotage contre une unité de 15 soldats près de la rue Cordon. 10 membres des opérations spéciales y ont été tués, et quand les renforts sont arrivés, les combattantes kurdes ont continué leur action, tuant encore 4 soldats. Mercredi, pour la première fois depuis le début des hostilités, l'État turc a décidé de détruire les villes du Kurdistan avec des avions qui ont bombardé Nusaybin. 4 frappes aériennes ont eu lieu sur le quartier Alika à Nusaybin. À Sirnak, le général Hulusi Akar est venu renforcer le moral de ses troupes. Il a reconnu que les soldats démolissaient les maisons pour tenter de sauvegarder la réputation des forces armées turques. Incapable de briser la résistance de la ville, la deuxième puissance de l'OTAN se livre donc à une pure manifestation de force. Le général a donné l'ordre de continuer à brûler les maisons pour redonner du lustre à la dignité des forces armées. Il faut dire que le général Ilker Bashbouk avait peu auparavant qualifié cette armée de tigre de papier. À Sirnak, les sites historiques, les lieux de recueillement, les institutions, les hôpitaux et même les mosquées sont visés et détruits. Ce mardi, c'était ainsi la mosquée Gaylani qui a été détruite au tir de mortier. Pour saboter la machine destructrice de l'armée turque, les forces de la guérilla mènent des opérations sur des cibles militaires. Ce vendredi, un hélicoptère a été abattu et 42 soldats turcs ont été tués lors d'une opération spéciale des unités HPG.
À la fin du mois d'avril, le poste militaire d'Erish avait été attaqué par les Apaga à l'arme lourde. Puis ce mardi, sur la route allant de Midyat à Aidil, un véhicule militaire blindé de type Cobra a également été soufflé à l'explosif. D'après les responsables turcs, il y aurait eu 5 blessés. À Ahmet, un bus qui transportait du personnel militaire a aussi été attaqué. 9 des policiers qui mènent des actions dans le Kurdistan du Nord y ont été tués. Et puis vendredi matin, à 4h30, les forces de la guérilla ont abattu un hélicoptère de guerre de type Cobra. 6 soldats ont été tués, et notamment les 2 pilotes. Le ton utilisé par les députés européens pour parler de la Turquie et de son président Erdogan n'était pas très diplomatique au Parlement de Strasbourg. On évoquait la possibilité pour les citoyens turcs de pouvoir entrer en Europe sans visa. Dans le Parlement européen, le débat était tendu. La vice-présidente du groupe des conservateurs et réformistes européens, Helga Stevens, a vivement critiqué le comportement irresponsable de la Commission européenne à propos du dictateur turc. Maria Gabriel du Parti populaire européen a estimé que les ressortissants turcs devraient être exemptés de visa uniquement si la Turquie respecte toutes les normes requises. Chaque semaine, de nouvelles arrestations se produisent dans le milieu des journalistes et des élus. Le coprésident du parti DPP a ainsi été arrêté ce mardi. Jeudi, c'était au tour de 2 autres journalistes de l'agence DIHA. Nadim Turfent et Shermin Soydan travaillaient pour l'agence de presse DIHA. Ils ont tous les deux été arrêtés dans la province de Van. Turfent alors qu'il rentre en auto à Van, et Soydan pendant qu'elle partait pour un reportage. Les 2 journalistes ont été emmenés à la section antiterroriste d'Edremit. Ce vendredi, Nadim Turfent est envoyé à la prison d'Hakkari. On lui reproche ses articles et ses témoignages de témoins dont il ne dévoile pas l'identité. Kamuran Yüksek, le coprésident du parti politique DBP, a été accusé d'appartenance à une organisation terroriste et envoyé à la prison de Diyarbakır. Et ce vendredi matin, c'était le domicile du président du HDP pour la région d'Uludere, Massoud Paksoy, qui était perquisitionné. Le président a été battu et puis il a été emmené vers les bureaux de la police. Sa maison a été fouillée et son PC a été saisi. Mais les prisons turques ne sont pas étanches. On rapportait la semaine dernière que 5 membres de Daesh avaient réussi à s'enfuir de la prison ouverte de Kocaeli pendant un congé pénitentiaire. Alors que les membres de Daesh profitent de congés pénitentiaires, les élus et les responsables kurdes subissent toutes sortes de tortures dans les prisons de Turquie. Le haut-commissaire aux droits humains des Nations Unies, Zeid Ra'ad al-Hussein, a remis un rapport concernant les massacres commis par les forces de l'État turc dans la ville de Cizre. Le gouvernement turc n'a pas répondu favorablement aux demandes de son bureau et d'autres organisations des Nations Unies à se rendre dans la région et recueillir des informations de première main. Zeid Ra'ad al-Hussein est le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Il a déclaré mardi avoir reçu une série d'informations alarmantes sur de nombreuses violations qui auraient été commises par les forces de sécurité et par les forces militaires turques dans le sud-est de la Turquie au cours de ces derniers mois. Le haut-commissaire a donc exhorté les autorités turques à accorder à des enquêteurs indépendants, y compris à ceux des Nations Unies, à accéder sans entrave aux zones concernées afin de vérifier la véracité de ces informations. Le haut-commissaire dit aussi avoir reçu des informations faisant état de civils non armés, dont des femmes et des enfants, intentionnellement pris pour cible par des tireurs embusqués ou par des tirs émanant de chars ou d'autres véhicules militaires. Il semble aussi, dit le haut-commissaire, que des destructions à grande échelle, et semble-t-il fortement disproportionnées, des destructions de biens et d'infrastructures communales aient eu lieu, y compris des bâtiments touchés par des tirs de mortier ou d'obus.
et que des dommages aient été infligés sur le contenu d'appartements et de maisons individuelles dont les forces de sécurité avaient pris le contrôle. De plus, dit-il, des allégations d'arrestation arbitraire, de torture et d'autres formes de mauvais traitements ont été reçues, ainsi que des informations selon lesquelles, dans certains cas, les ambulances et le personnel médical ont été empêchés d'accéder aux personnes blessées. Selon M. Zeid, le plus troublant, ce sont les rapports citant des témoins et des proches à Djeziré qui suggèrent que plus de 100 personnes seraient brûlées vives alors qu'elles avaient trouvé abri dans 3 sous-sols encerclés par les forces de sécurité. Toutes ces allégations, a conclu M. Zeid, y compris celles dirigées contre les groupes luttant contre les forces de sécurité, sont extrêmement graves et devraient faire l'objet d'une enquête approfondie, bien qu'il semble que tel n'était pas le cas jusqu'à présent. Il ajoute enfin que le gouvernement turc n'a pas répondu favorablement aux demandes de son bureau ainsi qu'à celui d'autres organisations des Nations Unies afin de pouvoir se rendre dans la région et de recueillir des informations de première main. En Suède, le Vänsterpartiet, le parti de gauche, a tenu un congrès à Örebro, une décision largement commentée par la presse suédoise concernant le statut du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Considérant que le PKK mène un combat effectif contre le Daesh, et considérant également que son maintien sur la liste des organisations terroristes complique le dialogue avec les autorités turques, les représentants du parti de gauche ont décidé de proposer le retrait du PKK de la liste des organisations terroristes. Lars Ohly, l'ancien leader du parti de la gauche de Suède, a expliqué au journal Dagens Nyheter que ce retrait de la liste permettrait de soutenir le combat pour la liberté du peuple kurde. En Allemagne, l'opinion publique et les artistes ne sont pas non plus insensibles aux violences perpétrées par le président Erdogan. Ce mardi, des artistes ont projeté sur les murs de l'ambassade de Turquie à Berlin des images représentant Erdogan avec un brassard rouge et blanc et une moustache comme Hitler. Et puis à Guernica, cette ville d'Espagne, martyrisée par les bombardements des avions de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste le 26 avril 1937, à Guernica donc, la municipalité a organisé une semaine d'activités afin de se lier avec la ville de Kobani. Une exposition de photographies se tiendra tout le mois et les deux villes ont signé un accord de jumelage. Le Congrès national du Kurdistan a lancé un appel au peuple du Kurdistan, du Bachour et du Rojava pour refuser la fermeture du poste frontière de Semalka entre le Kurdistan du Nord et le Kurdistan de l'Ouest. Cette manifestation se tiendra lors d'un rassemblement aux deux extrémités du pont le 16 mai. Le Kanaka, le Congrès national kurde, appelle le peuple kurde et tous les partis politiques du Rojava et du Bachour à manifester contre la fermeture du poste frontière de Semalka, ce poste frontière qui se trouve sur le fleuve Tigre, séparant l'Irak de la Syrie. 100 ans après l'accord de Sykes-Picot, cette manifestation, voulue par le Kanaka sur les deux côtés du poste frontière, se tiendra ce 16 mai. Elle s'adresse à tous les partis politiques ainsi qu'à toutes les organisations civiles kurdes, aux journalistes, aux militants et à toutes les personnalités indépendantes. Au Kurdistan du Sud, les avions turcs survolent quotidiennement les zones kurdes et relâchent leurs bombes. Jusqu'à présent, les autorités politiques du Kurdistan du Sud restent silencieuses. Au Kurdistan du Sud, les villages de Khobian, Enze, Surade, Bewan et Dola Kalatuka ont tous été bombardés la nuit de dimanche dernier. On ne déplore pas de victimes, mais de nombreuses propriétés ont été touchées. Et puis ce vendredi, de nouveaux bombardements ont eu lieu sur les villages de Bokriska, de Khobian et d'Enze, entre midi et 17h. Un vendredi à cette heure-là, il y a toujours beaucoup d'animations, mais heureusement, on ne déplore encore une fois aucune victime. Seuls des dégâts aux pâtures et aux jardins ont été constatés. Les autorités du Kurdistan du Sud restent silencieuses face à ces bombardements réguliers de leur sol. Des intellectuels ont donc décidé de lancer un appel pour que cessent ces frappes aériennes
et pour que les soldats turcs qui occupent le Kurdistan du Sud soient invités à rentrer chez eux. Comme l'explique Kosret Akjelal, l'État turc commet des crimes au Kurdistan du Nord et le monde reste silencieux face à ces massacres. Alors l'État turc bombarde les villages de Kandil de la même façon. Il massacre des civils à Kandil, explique l'intellectuel. Avant, c'était le régime Baas qui tuait, et aujourd'hui, c'est l'État turc. Ce 12 mai, on commémore le 42e anniversaire de la mise à mort de la rebelle kurde Leyla Qasem par le régime Al-Baas en Irak. Leyla Qasem est une militante kurde, née à Khanekin, au Kurdistan du Sud, en 1952. C'est dans sa ville qu'elle a terminé ses études au lycée de Khanekin en 1972. Ensuite, elle a rejoint l'université de Bagdad où elle a étudié la sociologie. Leyla Qasem a tout de suite marqué un vif intérêt pour les questions politiques, sociales et culturelles. C'est ainsi que le 24 avril 1974, le régime Al-Baas l'arrêtait. En prison, elle a été soumise à l'isolement et à différents types de tortures physiques et psychologiques. Et le 12 mai 1974, Leyla Qasem était exécutée après son procès. Depuis cette date, la militante représente un symbole de la lutte kurde. Le boxeur kurde Ismail Ozen a gagné le championnat intercontinental des poids moyens à Hambourg dimanche dernier. Le boxeur kurde d'Allemagne, originaire du Dersim, a remis la majorité de ses gains aux familles éprouvées de Chour et de Gaver et de Seloupi. Ismail Ozen a donc finalement triomphé de son adversaire à Hambourg, remportant ainsi le titre de champion d'Europe des poids moyens. Le coprésident du HDP, Selahattin Demirtas, est venu pour l'encourager et le féliciter. Ce nouveau champion kurde a décidé de remettre la majorité de ses gains aux familles éplorées de Sour, de Djezireh et de Gever. Dans la salle, le public surchauffé chantait « Longue vie au PKK » quand le boxeur est monté sur le ring. On arrive à la fin de notre journal. Merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine.